La proposition de valeur, si on devait parler en langage startup, c'est de faire en 6 mois ce qu'on ferait en 2 ans tout seul. Sur l'incubation, alors ça dépend des programmes. Sur la pré-incubation, on va vraiment regarder la motivation. Donc on va challenger les gens sur pourquoi ils le font et qui nous montrent vraiment qu'ils sont motivés, en tout cas pour tester l'idée. Tu en as parlé tout à l'heure, rapidement. Mais en tant que porteur de projet, quels sont mes avantages en fait d'être incubé? Pourquoi je devrais être incubé? Et en fait, ils ont créé un boîtier qui permet de détecter les fuites d'eau sur les grands champs. Donc sur des champs de 300 hectares, on arrive à savoir où est la fuite d'eau et la réparer très rapidement. Et ça, c'est hyper important, surtout aujourd'hui avec tous les problèmes qu'on a face à l'eau. Et donc du coup, eux, ils ont levé, je crois, entre 1,5 million et 2 millions d'euros. Give, on l'a accompagné au tout début, vers 2015, 2016. Et aujourd'hui, c'est une communauté, je crois, de plus de 3 millions d'usagers. Il a dû lever un peu plus de 2 millions d'euros depuis qu'il s'est lancé. Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Parler Partager. Aujourd'hui, je suis avec Julien Dupont. Julien Dupont, tu es responsable des incubateurs dans une business school, dans une école de commerce. Bienvenue. Merci, ravi d'être avec vous aujourd'hui. En effet, je travaille pour Kedge, qui est une école de commerce du top 10 français, qui est la fusion de Bordeaux École de Management et Euromed à Marseille. Et dans l'entrepreneuriat depuis à peu près 5 ans. J'ai travaillé avant pour plusieurs incubateurs, dont School Lab, qui est un incubateur qui est assez connu à Paris, parce que c'est un des premiers qui a été créé à l'époque du Silicon Sentier, les tout premiers incubateurs qui sont nés à Paris. Et un incubateur, peut-être déjà définir ce que c'est un incubateur, parce que c'est un incubateur qui est un peu barbare. C'est pas un endroit où on accompagne des entrepreneurs, donc des personnes qui veulent lancer leur projet, qui peuvent juste avoir une idée ou parfois un peu plus, un premier prototype, déjà des premiers clients, et on a différentes phases d'accompagnement suivant le stade. L'incubation, ça a beaucoup évolué depuis les années 2000, et généralement les premiers incubateurs sont nés dans les années 2000, parce que c'est le moment où la bulle Internet a explosé, on a commencé à créer des produits tech, des SaaS, etc. Et on a structuré des programmes pour les accompagner, développer un produit. Et surtout, l'enjeu d'un incubateur, c'est d'accompagner des entrepreneurs pour qu'ils construisent un produit que les gens veulent. Et c'est vraiment autour de ça qu'on les accompagne, avec du coaching, avec beaucoup de mise en relation. C'est aussi le travail d'un incubateur. Ok, donc si on devait récapituler un incubateur, qu'est-ce que c'est? C'est un endroit où on a une idée et on vient la développer. C'est comme, si on devait simplifier, c'est comme une conciergerie. La conciergerie, on vient, on a un besoin, et en fait, l'incubateur, il va répondre à votre besoin. Soit il va vous remettre en relation avec des coachs, soit avec des investisseurs, soit le staff de l'incubateur peut aussi vous aider, vous y répondre. Donc l'idée, c'est la proposition de valeur, si on devait parler en langage startup, c'est de faire en 6 mois ce qu'on ferait en 2 ans tout seul. Parce que on va apprendre des erreurs que d'autres ont fait. Souvent dans les incubateurs, les coachs, c'est des entrepreneurs qui ont déjà entrepris et qui ont déjà pas mal d'expérience. Et l'idée, c'est de pas répéter les erreurs que la plupart des gens font. Mais c'est incroyable parce que Julien, t'as parlé de plein de choses, des sujets que je voulais aborder par après. Mais c'est génial. Mais avant de parler un peu plus en détail des incubateurs, est-ce qu'on peut juste savoir ce que tu fais toi dans ces incubateurs? Alors moi, à Kedge, je m'occupe des incubateurs sur les 3 campus, Paris, Bordeaux, Marseille. J'habite à Paris. Je connais bien cette école. Exactement. On accompagne 320 projets. Alors moi, je manage l'équipe startup. Donc c'est un nouveau métier qui s'appelle le métier de startup manager. C'est un métier qui a 10-15 ans, qui n'existait pas au début des années 2000. Et c'est un métier qui, en fait, accompagne des porteurs de projets au quotidien, avec de la mise en relation, on les recrute et ensuite on les fait grandir. C'est vraiment leur enjeu. Donc moi je m'occupe de cette équipe-là sur les 3 campus et on a 3 programmes de la pré-incubation, de l'incubation, de l'accélération. Pourquoi 3 programmes? Parce que ça dépend du niveau de l'entrepreneur? En fait, c'est vraiment un entonnoir, et c'est assez universel comme constat. Généralement, des gens qui ont une idée, il y en a des milliers. Des gens qui ont déjà 5 000 euros par mois de chiffre d'affaires et qui vont lever des fonds, il y en a un peu moins. Et donc en fait, c'est typiquement ce qu'on a sur un public école de commerce. Des étudiants qui ont une idée, sur un amphi à la rentrée, il y en a 50% qui ont une idée, qui veulent tester. Et donc sur le premier programme qui est le pré-incubateur, on a 220 projets par an. Et c'est beaucoup, 220 projets pour l'univers des écoles? Ouais, bien sûr, c'est beaucoup. Alors, c'est plus que dans des écoles d'ingénieurs ou des facs de sciences. Enfin, ça dépend quel type de sciences, tu me diras. Mais oui, c'est une forte appétence. Après, cette première phase, elle est massique. Et c'est pour ça qu'on a créé un pré-incubateur qui est digitalisé. Parce que ça nous permet, au bout de 6 mois, de garder ceux qui sont vraiment motivés et ceux qui ont déjà vraiment développé un premier produit. Et là, sur la deuxième phase, sur l'incubation, on en garde 70 sur les 3 campus. Donc, on passe de 240 à 70. Et sur l'accélération, qui est le 3e programme, on en garde 15 par an.
Donc c'est vraiment un entonnoir, mais sur chaque programme, ils apprennent des choses. C'est-à-dire qu'il y a plein d'étudiants qui vont pas au bout de la pré-incubation, mais ça n'empêche qu'ils peuvent le valoriser en termes de soft skills, dans leur posture entrepreneuriale demain quand ils seront salariés. C'est quelque chose qui est hyper recherché parce qu'aujourd'hui, une entreprise, elle cherche des gens qui savent se débrouiller. Et quelqu'un qui sait se débrouiller, finalement, c'est un entrepreneur. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment salvateur pour leur parcours et pour leur employabilité. Et donc, tu m'as parlé plutôt des étudiants de Kedge Business School, mais est-ce que quelqu'un d'extérieur peut faire partie des programmes d'incubation de Kedge ? Ouais, tout à fait. Alors, on est ouvert, on fait pas beaucoup de communication, mais en tout cas, sur les salons, on rencontre beaucoup de gens qui sont intéressés pour nous rejoindre. Donc, on en a à peu près, je pense, entre 10 et 15% sur l'incubation et l'accélération. Pas encore sur la pré-incubation, on est en train de l'ouvrir, mais on en a quelques-uns. Et parce que aussi, il faut dire que Kedge est une école qui rayonne beaucoup, alors à Marseille et à Bordeaux. Hein. Donc, on est très connu en tant qu'école. On est aussi très connu, surtout à Marseille, parce que c'est le premier endroit où on a développé l'incubateur en 2014. Et donc, il y a des gens qui deviennent assez naturellement à nous et qui veulent être accompagnés. On a aussi beaucoup de success stories qu'on a accompagnés, je pense notamment à Maoboa ou à Telaqua, qui sont deux belles startups dans la RSE et qui sont assez connues et qui font qu'aujourd'hui les startups échangent entre elles et aussi échangent sur les bons programmes d'accompagnement. Et Kedge fait comme partie des très bons programmes d'accompagnement à la fois à Paris, Bordeaux et Marseille. C'est peut-être des questions qu'on vous pose souvent, mais il y a une limite d'âge ou pas ? Alors non, pas à Kedge. Alors, on a juste 3 publics différents. On a le public étudiant, on a le public alumni, et puis on a le public externe. Mais en tout cas, il n'y a pas de limite d'âge. Ouais. Et comment on fait pour que ce soit à Kedge ou ailleurs d'ailleurs, quelles sont en fait les étapes pour être incubé ? Alors, et d'ailleurs, je ne sais pas, peut-être que tu as des conseils, toi qui as autant d'expérience dans ce domaine, des conseils à donner à ces porteurs de projets ? Sur l'incubation, alors ça dépend des programmes. Sur la pré-incubation, on va vraiment regarder la motivation. Donc on va challenger les gens sur pourquoi ils le font et qui nous montrent vraiment qu'ils sont motivés, en tout cas pour tester l'idée. Donc là, on a un programme qui nous permet d'embarquer du monde. Donc c'est vraiment l'intérêt de ce programme digitalisé. Sur l'incubation, on va être beaucoup plus sélectif. Là, on va regarder des gens qui ont déjà un prototype testé. Donc par exemple, s'ils viennent me voir, ils me disent oui, j'ai un site internet, ça ne sera pas suffisant. On attend qu'il y ait un premier retour d'utilisateur à minima, de client à maximum. L'utilisateur, c'est une personne qui utilise, le client, c'est une personne qui paye. Mais en tout cas, on veut vraiment un retour terrain sur le produit et déjà une première vision sur la monétisation. Donc là, on est assez exigeant là-dessus, sur l'incubation. Et on va accompagner sur la fin de l'itération produit et trouver les premiers clients sur l'incubation. L'accélération, là, on va être encore une fois plus exigeant. On va regarder la term sheet, on va regarder s'il y a déjà du chiffre d'affaires récurrent qui est généré et à quel degré la boîte peut être profitable et sous combien de mois elle peut être profitable. Ok. Tu en as parlé tout à l'heure, rapidement, mais en tant que porteur de projet, quels sont mes avantages en fait d'être incubé ? Pourquoi je devrais être incubé ? Alors ça, c'est parlé tout à l'heure, mais il y a sûrement plein d'autres avantages que le timing, le temps gagné, quoi. Alors ça, c'est une question qui revient souvent, et puis il y a beaucoup de bashing parfois sur les incubateurs, sur LinkedIn, à la fois de très bons retours et puis des gens qui disent non, ça sert à rien. L'intérêt de l'incubation quand même, c'est d'être entouré de pairs, de gens qui sont déjà passés par là, qui peuvent vous faire gagner du temps sur des heures qu'ils ont faites. C'est aussi la sororité, parce que vous êtes avec 20, 25, 30 entrepreneurs qui sont dans la même galère que vous et qui vous font gagner du temps. Moi, je le vois sur les plateaux, quand je passe à Paris, Bordeaux, Marseille, il y a beaucoup d'entraide sur notamment une tendance qui est assez récente, depuis 2019, le no-code est vraiment à la mode. Ils s'entraident tous sur Bubble. C'est-à-dire que moi, je vois des promos qui sont arrivés à Paris qui connaissaient rien à Bubble. Ils se sont formés entre eux, entraidés. Parfois, ils sont dépannés sur des lignes de code. Et ça, c'est vraiment l'aspect collectif qui permet de dépasser ça et d'apprendre des choses et de développer un produit rapidement. Donc ça joue beaucoup comme l'aspect promo, entraide. Et après, on a aussi comme des leviers de financement. On a beaucoup de partenaires financiers. Et en fait, on est un tiers de confiance. C'est-à-dire, le partenaire financier, on va le voir. Si déjà il est incubé, naturellement, la personne va avoir plus d'avantages sur les financements, ça va être plus facile peut-être ? C'est pas forcément qui sera avantagé sur le financement, mais en tout cas, nous, le partenaire, le deal qu'on a avec eux en tant qu'incubateur, c'est que si on lui présente un dossier, il s'engage à le lire. Ce qui est déjà énorme, parce qu'il y a beaucoup de fonds, ils reçoivent des milliers de dossiers, ils peuvent pas tout lire. Donc en tout cas, nous on dit aux partenaires, on vous enverra pas 50 dossiers par an, on en enverra peut-être 5, par contre les 5, vous vous engagez au moins à les lire et nous faire un retour. Voilà, c'est du solide. Et ça, c'est hyper précieux, surtout quand on cherche à lever des fonds et avoir un feedback sur est-ce que c'est bankable ou pas pour investir. Donc ça, c'est à la fois des réseaux de partenaires, à la fois des leviers de financement qu'on a en propre package, parce qu'on a un fonds de prêt d'honneur qu'on mène avec Initiative Grandes Écoles et Universités. Donc là, en fait, Kedge met du 1 pour 1 sur des prêts d'honneur. Donc un prêt d'honneur, c'est quoi ? C'est un prix qui peut aller jusqu'à 40 000 euros, qui est à taux zéro et qu'on rembourse 1 an et demi à 2 ans plus tard. Donc si j'ai réussi à avoir 40 000 euros, Kedge met 40 000.
Alors, si au total, Kedge met 20 000 et BPI met 20 000. Donc, c'est du 1 pour 1. Ok, d'accord. BPI commit sur du 1 pour 1. Donc, on a ce levier-là. On a un club de business angel qui est animé dans l'équipe par Paul Veil qui gère l'incubateur de Paris. Et ce club, on a 120 alumni qui veulent mettre des tickets et qui cherchent à investir et qui font même du co-investissement entre business angel. On a, alors, il faudrait que je relève les chiffres avec Paul, mais je crois qu'on a un peu plus de 150 000 euros qui ont été investis par des business angel alumni dans les startups de Kedge. Donc, ça, c'est aussi un vrai réseau auquel on accède quand on rejoint un programme d'incubation. On se pose souvent des questions sur les levées de fonds, sur les investissements, sur les investisseurs aussi. T'as sûrement des startups, des entreprises qui ont levé énormément d'argent. Ouais, est-ce que tu peux nous partager des exemples de ces entreprises? Alors, nous, à Kedge, on a quelques boîtes, je pense. Alors, il y a une boîte qui est une belle success story maintenant à Marseille qui s'appelle Telaqua. Telaqua, c'est un bel exemple de boîte parce que ça a été fondé par une personne qui a fait Kedge et 2 ingénieurs. Et en fait, ils ont créé un boîtier qui permet de détecter les fuites d'eau sur les grands champs. Donc sur des champs de 300 hectares, on arrive à savoir où est la fuite d'eau et la réparer très rapidement. Et ça, c'est hyper important, surtout aujourd'hui avec tous les problèmes qu'on a face à l'eau. Et donc du coup, eux, ils ont levé, je crois, entre 1,5 million et 2 millions d'euros par différents réseaux. Alors pas qu'avec nous, mais aussi on a pu les mettre en relation avec des investisseurs, avec pas mal de personnes au tout début quand ils cherchaient leur premier fonds. Et donc ça, c'est une belle success story. Ils ont une équipe, je pense, de plus de 15 personnes qui travaillent au quotidien avec eux à Marseille. Et ils ont des contrats en Amérique latine, en Afrique de l'Ouest, en France aussi. D'accord. Donc voilà, c'est quand même un super rayonnement pour Marseille. Si je vous donnais un autre exemple, qui est un exemple bordelais et qui est peut-être un peu plus connu, c'est Give. Give, on l'a accompagné au tout début, vers 2015, 2016. Et aujourd'hui, c'est une communauté, je crois, de plus de 3 millions d'usagers. Il a dû lever un peu plus de 2 millions d'euros depuis qu'il s'est lancé. Une équipe de 15 personnes. Et là, il y a un vrai esprit de communauté parce que les gens sont hyper engagés sur Give. Ça a vraiment remplacé pas mal d'usages, donc comment on utilise des objets. Et c'est hyper prégnant. Et en tout cas, c'est une vraie force d'avoir une communauté aussi engagée pour. En tout cas, nous, on a regardé des objets pour le studio sur cette plateforme. Bon, on a rien pris pour le moment, mais peut-être que ça arrivera. En tout cas, on a regardé quelques objets sur Give. Voilà. Et Hakim Baka qui a fondé Give est coach à l'incubateur de Bordeaux, fait même sur les 3 autres en digital, donc il continue à contribuer à l'écosystème. Moi, j'ai une question toujours en lien avec les levées de fonds et les investisseurs. Ce matin, dans le métro, j'en parlais avec quelqu'un et on peut avoir ce sentiment que quand on fait une levée de fonds ou quand il y a des investisseurs qui rentrent dans le capital, on perd le contrôle. Ouais. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Parce que ce collègue disait, moi, si j'étais entrepreneur, j'aurais absolument pas voulu faire ça, j'aurais préféré garder le contrôle. On n'était pas trop d'accord. Et peut-être que toi, tu as un avis d'expert ou quelqu'un qui a de l'expérience. Donc, en fait, ça dépend. Alors, ce qu'il faut déjà avoir en tête, et ça, je pense qu'il y a très peu de gens qui le disent, c'est que les vraies boîtes qui ont un produit, qui ont l'attraction, elles ont le choix. C'est-à-dire, elles ont le choix de choisir leur investisseur. Et en fait, l'enjeu, c'est pas tant d'aller lever des fonds, mais c'est d'avoir un investisseur solide qui ouvre des portes. Je prends un des plus gros fonds parisiens qui s'appelle Caporn. Caporn, c'est un fonds, il y a tous les patrons du CAC 40 qui sont dedans. C'est-à-dire que si je suis financé demain par Caporn, j'ai le patron de Carrefour, j'ai le patron de n'importe quelle boîte du CAC 40 en client, enfin qui peut m'aider à dealer avec eux. D'accord. Et ça, en fait, les boîtes qui ont un vrai produit, un vrai marché, vont vers les fonds qui ont du réseau. Et les boîtes qui cherchent juste à lever des fonds, qui n'ont pas de produit ou aucun client, très peu de traction, là, en fait, elles ne choisissent pas leurs investisseurs. Donc ça, c'est vraiment important à avoir en tête. Les boîtes qui ont une vraie traction, elles ont le choix. Et elles choisissent leurs investisseurs, non pas que sur l'argent, parce que l'argent, c'est un dénominateur commun, elles choisissent sur quel apport en plus elles peuvent avoir en termes de développement, en termes d'accès au marché, et ça c'est important. Et après, sur ton exemple, ça dépend vraiment. Alors il y a des boîtes, l'enjeu c'est jamais de trop se diluer. Quand on commence à se diluer, il y a des boîtes très très rapidement, elles vont lâcher 30, 40, 50% d'equity alors qu'il n'y a même pas encore de clients. Là c'est sûr que c'est un très très mauvais schéma, parce que si on n'a pas encore de clients, qu'on a déjà quasiment vendu la moitié de la boîte, c'est pas un très bon signe, ni pour les prochains clients, ni pour les prochains investisseurs. Donc en fait, il faut vraiment arriver à doser et surtout savoir pourquoi on va chercher ces investisseurs-là, qu'est-ce qu'ils vont apporter à la boîte. Ça, c'est vraiment important parce que l'investisseur, il est aussi là pour ouvrir son réseau et c'est ça qu'il faut chercher aussi dans l'investissement.
Super. Est-ce que je peux te proposer un café? On a assez parlé. Il faut se reposer maintenant. Super. Bah, c'est parti pour la minute café. Et voilà les cafés. Hop, merci. Alors, pour ce moment-là, Julien, j'ai quelques questions pour toi. On va commencer par ton film préféré. Alors, je vais pas donner des clichés d'entrepreneurs américains parce que c'est peut-être pas l'enjeu aujourd'hui. Steve Jobs. Mais moi, j'aime beaucoup, en tout cas, écouter des gens qui m'enrichissent. Hein. Oui. J'ai beaucoup écouté Jean-Marc Jancovici. J'apprécie beaucoup ses travaux. Très fort pour vulgariser tous les enjeux sur le réchauffement climatique. Comprendre comment, en fait, les énergies sont impliquées, que ce soit sur le nucléaire, sur le pétrole, sur le charbon. Et en fait, quels sont les paradigmes pour un monde de demain qui sera un monde à plus de 9 milliards d'habitants en 2050, hein, parce que c'est les enjeux, donc j'aime beaucoup. Et après, peut-être une deuxième figure, alors, deux figures très françaises. J'aime beaucoup Thomas Pesquet, c'est un entrepreneur aussi, pas comme on l'entend de manière usuelle, mais en tout cas qui a entrepris peut-être une conquête à l'espace, mais qui est très modeste, et j'admire beaucoup sa modestie dans l'approche, dans la vulgarisation qu'il en fait. Il a l'air simple en fait. Et il a l'air simple, ouais. Et c'est génial. Exactement. Ouais. Dernière question, est-ce que tu as des conseils à donner aux futurs entrepreneurs ou aux personnes qui nous écoutent? Ouais, bien sûr. En fait, mon conseil, ce sera en 3 questions. Posez-vous les questions suivantes. Est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce que votre client il a un besoin? Est-ce que c'est un besoin qui est urgent, qui est important? S'il a un besoin urgent et important, est-ce que vous avez une solution qui répond bien à ce besoin-là? Et si votre solution répond bien à ce besoin-là, mais est-ce qu'il a les moyens de vous payer? Voilà, si vous avez déjà ces 3 questions-là, c'est un bon guide pour commencer votre aventure entrepreneuriale. On saura si l'activité sera potentiellement rentable ou pas. En tout cas, si on peut déjà faire du chiffre d'affaires, parce que la rentabilité, ça sera encore un autre débat. Mais déjà, pour commencer, ça peut déjà rapporter un peu de chiffre d'affaires, ça peut être pas mal, ouais. J'ai une dernière question. C'est un bonus là pour le coup, et je le fais parce que c'est toi. Toi qui as l'habitude de voir plein d'entreprises, plein de startups, plein de projets, il y a forcément des entreprises ou une structure dans laquelle tu t'es dit ça, j'aurais bien voulu être dans le projet, j'aurais bien voulu tester. Est-ce que tu as des cas comme ça, des exemples comme ça à nous donner? Écoute, moi, c'est plutôt un mix de plusieurs univers. Moi, c'est marrant parce que je suis plutôt... j'aime beaucoup les grosses boîtes. Je regarde beaucoup ce que fait la Banque mondiale, ce que font les grosses banques de développement. Alors là, c'est très, très loin de l'univers startup. Et d'un autre côté, il y a beaucoup de cultures d'entreprises qui m'inspirent. Je pense notamment à Alan, notamment sur la culture de l'asynchrone. C'est vachement intéressant. Il y a beaucoup de choses duquel on peut s'inspirer. Alors, je dis pas qu'il faut copier et tout prendre. Hein. Chaque boîte a sa culture. Make Sense. Alors, Make Sense, d'ailleurs, qui a été fondé par Christian Van Izet, qui est un ancien de Cage, qui a une culture aussi hyper intéressante sur la gouvernance partagée. C'est-à-dire que chez Make Sense, tous les salariés ont un droit de vote et c'est très très flat. Alors évidemment, pareil, c'est pas transposable dans toutes les boîtes, mais moi, ce qui me plairait bien, c'est créer un mix avec plusieurs institutions et créer peut-être pas l'entreprise idéale, mais en tout cas tester quelque chose qui me ressemble et qui est extrait de valeurs de plusieurs boîtes qui m'inspirent. Ouais. Donc en tout cas, peut-être que dans les années à venir, on te verra ici avec la casquette d'un entrepreneur. Peut-être. Peut-être. Après, entrepreneur, c'est très large. L'entrepreneur, ça peut être quelqu'un qui fait ça pour sa boîte, ça peut être quelqu'un qui monte un projet en entreprise. Moi, je suis passionné par le sujet, en tout cas d'aide au développement. On travaille beaucoup à Cage d'ailleurs sur ces sujets-là, sur d'autres projets, notamment en Afrique de l'Ouest avec des bailleurs internationaux. Et là, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et l'univers startup peut beaucoup aider. Je pense, alors je suis une petite aparté, mais toutes les branches de l'ONU, je pense notamment au World Food Programme, qui est un des plus gros programmes sur comment aider les populations qui ont plus à manger, hein, concrètement. On crée des incubateurs, et des incubateurs qui permettent vraiment d'aider les populations locales, notamment des solutions sur la blockchain au Bangladesh. Alors, je sais pas si tu sais, mais quand tu vis avec moins de $1 par jour, t'as pas les moyens d'avoir un compte bancaire. Un compte bancaire, c'est trop cher pour toi, et donc les gens ne sont pas bancarisés. Ce qui pose plein de problèmes au quotidien pour faire des transactions et des échanges. Et en fait, par exemple, ils ont créé des solutions avec la blockchain, qui fait qu'aujourd'hui, ils peuvent avoir des échanges sans passer par un intermédiaire bancaire. Et ça aide quand même des millions de personnes au quotidien, peut-être pas des millions, mais il y a quelques milliers, et c'est déjà pas mal. Et donc il y a quand même des solutions où l'innovation peut apporter des choses. Alors je dis pas que l'innovation fera tout, parce que ça serait un peu caricatural, mais en tout cas, il y a quand même des belles choses à tester et des solutions en tout cas, l'esprit startup, quand je dis l'esprit startup, c'est la méthodologie startup, le design sprint, repartir des usages, comment adresser une solution simple, efficace, frugale, parce que c'est ce qu'on cherche à la base quand on lance un projet. Ça peut s'adapter à beaucoup de
domaines et des domaines qui ont du sens. Et moi, en tout cas, ouais, c'est ça qui m'anime. Super. Non. Julien, du coup, j'ai quelques questions pour toi, un peu en mode cliché. Ok. Je vais prendre mon téléphone pour reprendre ces questions, mais voilà, je te fais des remarques et des questions brèves. J'attends de toi que tu me répondes brièvement. Quand on vient des quartiers populaires, est-ce qu'on peut entreprendre ? Alors oui, il y a de plus en plus d'initiatives qui se sont créées. Alors d'ailleurs à Kedge, on accompagne un beau programme de l'État qui s'appelle le French Tech Tremplin, qui est ouvert pour les gens de la ruralité, de quartier, de zones prioritaires de la ville. Alors je vais pas non plus mentir, hein, c'est toujours plus compliqué quand on n'a pas de ressources, quand on part de rien. Et c'est sûrement l'élément de blocage, l'argent. Et c'est un des éléments de blocage, j'ai pas que celui-là, mais le plus gros élément de blocage, c'est pas tant l'argent en tant que tel, mais c'est le temps qu'on peut y consacrer. Okay. Parce que, en fait, quand on se lance dans un projet, si on a un job à côté ou 2 jobs à côté, forcément, bosser de 20h à minuit, c'est très peu viable et c'est pas tenable sur des mois et des mois. C'est possible, faut bien s'entourer, faut rien lâcher, faut s'entourer des bonnes personnes. Il y a beaucoup de réseaux qui sont structurés, je pense au Déterminé, qui est un top réseau, et surtout aller rencontrer aussi les acteurs institutionnels comme la French Tech qui fait déjà un travail énorme sur ces sujets-là. Donc ouais, c'est possible. Ouais. Deuxième question, très cliché. Est-ce que si je suis une femme, je peux entreprendre ? Alors oui, alors de plus en plus. L'entrepreneuriat féminin, c'est beaucoup d'enjeux. Historiquement, en fait, on a souvent valoriser les hommes, et on le voit quand on regarde les figures de la Silicon Valley, etc. Malheureusement, c'est souvent des hommes qui ont été valorisés. On voit que le recul, quand c'est des femmes, les entreprises sont mieux gérées. Il y a aussi moins de turnover, des boîtes qui sont souvent beaucoup plus profitables rapidement, et on a besoin de plus de femmes entrepreneuses, excuse-moi. Et là-dessus, beaucoup de programmes ont été créés et qui sont très efficaces. Je pense notamment à Willa, qui est un incubateur féminin qui fait un travail extraordinaire. Il y en a on les a déjà invités sur Fleur Agnel. J'ai plus le nom, mais on les a invités. On a invité Willa. Ils sont venus ici pour nous présenter leur projet. Et c'était génial. Ouais, carrément. Et donc, encore beaucoup de sujets, mais les stats augmentent d'année en année, en tout cas en France, sur le nombre de femmes entrepreneurs. Ouais. Selon la BPI, on est passé en 10 ans de 25% de femmes qui entreprennent à 33%. Donc c'est plutôt une belle progression. Carrément. En fait, c'est pas bien ce que j'ai fait. J'ai posé une question où j'avais déjà la réponse. Je voulais voir ce que tu voulais répondre. Je suis entrepreneur, question. Je me mets un salaire à 3 000 euros d'office. Est-ce que c'est bien ce que je fais ? Ah, c'est la bonne question. Alors en fait... Parce que souvent, on se pose la question de si je travaille dans une autre boîte, j'aurais été rémunéré à tel montant, donc je me rémunère à tel salaire dans ma boîte. Est-ce que c'est bien ? En fait, l'entrepreneuriat, là-dessus, c'est une question un peu comme quand on est salarié. Le salaire, c'est pas le seul indicateur. On regarde plein de choses. On regarde, en fait, déjà, est-ce que je suis épanoui ? Et en fait, je pense que le premier levier de motivation, et j'aurais peut-être dû commencer par là, hein, c'est est-ce que quand je me lève le matin, putain, je suis tellement content que je saute du lit. Et en fait, si la réponse à ces questions-là est non, c'est déjà se poser des questions. Oui. Et donc, en fait, moi, je connais très peu de boîtes, en tout cas, quand ils se lancent dès le début, ils sont à 3 000 euros net. Après, on a parfois 1 an, 2 ans de Pôle emploi qui nous permettent de voir venir. Et puis, l'idée, c'est de trouver un salaire d'équilibre entre quelque chose qui nous plaît, qui nous permet peut-être de contribuer et avoir du sens, et qui nous permet de vivre convenablement, évidemment, puisque c'est quand même l'enjeu pour tous et toutes. Mais après, voilà, quand on a 0 fonds, 0 clients, 0 produit, vouloir juste lever des fonds et avoir un salaire de 3 000 euros, c'est peut-être pas forcément la priorité. Ouais. Ok, donc faut pas faire ça. Faut pas, ça dépend les contextes. Après, si vous avez un investisseur qui a mis 1 million à l'entrée, c'est rare, ça n'existe plus, ça. Il y a eu une bulle financière, mais aujourd'hui, les investisseurs sont très, très vigilants, rigoureux sur les dossiers. Mais voilà, ça existe plus beaucoup, ouais. Selon la BPI, toujours, j'ai regardé mes chiffres sur le site de la BPI ce matin quand je préparais le tournage. En 10 ans, on est passé de 500 et quelques mille entrepreneurs en France à quasi 1 million et quelques. Ouais. On a un peu plus d'1 million. Qu'est-ce qui a fait cette hausse
cet accroissement du nombre d'entrepreneurs et de création d'entreprises? Alors, il y a plusieurs facteurs. 2007, déjà, c'est le statut d'auto-entrepreneur. Je rappelle qu'avant, donc c'est Nicolas Sarkozy qui a créé ce statut-là. Avant ça, c'était très compliqué pour lancer une boîte. Il faut sortir 2-3 000 euros pour monter une SAS, une SASU. Il faut être entouré d'experts comptables. Le statut auto-entrepreneur permet aujourd'hui jusqu'à 70 000 ou 80 000 euros de chiffre d'affaires d'être taxé que ce qu'on vend. Donc, si je vends 40 000 euros, je vais être taxé entre 5 et 25%. Et si je vends rien, je ne suis pas taxé. Donc ça, c'est quand même été un gros facilitateur pour lancer un projet, tester rapidement, sans prendre aucun risque, quasiment peu de risques. Ensuite, il y a eu beaucoup de choses. BPI France a été créé en 2012-2013, si je ne me trompe pas. On a la French Tech qui est née. Beaucoup d'engouement, beaucoup d'aides régionales. Toutes les régions aujourd'hui, que ce soit la région Nouvelle-Aquitaine, la région de France, la région PACA, je parle pour celles qui encadrent les campus de Kedge, aident beaucoup. Il y a beaucoup, il y a eu je crois que ça existe encore à Pôle emploi. On peut démissionner de son entreprise pour lancer un projet. Aujourd'hui, depuis Emmanuel Macron, on a Pôle emploi quand on démissionne pour être entrepreneur. Donc il y a beaucoup d'initiatives et aussi un imaginaire collectif et un récit collectif qui fait que les gens s'identifient beaucoup plus dans les séries, dans les films et qui donne envie. Donc ça, c'est beaucoup alimenté. Aussi, la nouvelle génération a beaucoup envie. On le voit aujourd'hui. En tout cas pour nos étudiants en 2023, c'est pas la même chose que nos étudiants en 2014 ou en 2015. Ils ont beaucoup plus envie, ils sont beaucoup plus inspirés par tout ce qu'ils peuvent voir sur les séries, sur aussi ce qui se passe dans l'écosystème français. Et donc ça a vraiment modifié la structure de ce qu'était l'écosystème français. C'est vrai qu'il y a une belle tendance sur l'entrepreneuriat en ce moment. Et tout à l'heure on a parlé de l'entrepreneuriat féminin, tout court. Et je trouve qu'il y a une belle tendance sur ces publics-là, donc auprès des femmes, auprès des jeunes aussi. Moi, la statistique qui m'avait un peu marqué, par contre, quand j'ai regardé ce matin les chiffres, c'est qu'il y avait seulement 12% des entrepreneurs qui venaient de milieu rural. Ouais. C'est un peu logique aussi, parce qu'il y a moins de monde, mais aussi peut-être un écosystème qui est un peu moins favorable. Mais dans l'ensemble, en fait, on voit que ce soit au niveau des écoles, que ce soit au niveau de la culture générale, le regard qu'on a vers l'entrepreneuriat, le contexte qui est favorable. Tu as parlé de Pôle emploi, tu as parlé de plein d'aides qui existent. Aujourd'hui, les villes, les régions, plein de structures peuvent financer. Et ça, c'est génial, en fait. Et je pense que c'est une belle tendance et c'est une opportunité à saisir pour les personnes qui nous regardent. Vraiment. Et la France a développé un des systèmes les plus complets en termes de financement, d'accompagnement. Il y a beaucoup de pays qui nous l'envient. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je bosse beaucoup aussi sur l'Afrique de l'Ouest. Même dans d'autres régions du monde, il n'y a pas qu'en Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas autant de leviers d'accompagnement, de matelas. Je pense que Pôle emploi, c'est un super matelas. On dit souvent, il y a une expression qui dit Pôle emploi est le premier business angel de France. Parce que, in fine, les gens, quand ils lancent une boîte, ils ont 1 an, 2 ans où c'est Pôle emploi qui les finance. Et en fait, c'est comme si Pôle emploi était leur investisseur. Donc ça, on a quand même des conditions qui sont vraiment quasiment uniques en France par rapport au reste du monde. Ouais. Si on devait caricaturer, bon, peut-être qu'on peut trouver ces infos facilement sur Internet, mais toi, en tant que quelqu'un qui chapeaute toutes ces entreprises et startups et projets, si on devait très simplement caricaturer en quelques mots les différents statuts qui existent, donc on a l'auto-entrepreneur, on a la SARL, on a la SASU, etc. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous les décrire pour qu'on puisse comprendre le contexte et peut-être dire, si vous avez un projet plutôt de création, je sais pas, d'un local où vous allez être barbier, peut-être créer... Alors, je suis pas le plus grand spécialiste du... T'es pas le spécialiste En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que si tu veux tester sans trop de frais, etc., le statut auto-entrepreneur, il est top. Et après, ça va vraiment dépendre si t'es tout seul, si t'es pas tout seul, s'il y a du capital, le niveau de risque, le niveau de capital à l'entrée aussi que tu mets. Et ça, généralement, il y a plein de boîtes. On a des partenaires, je pense à Legal Start, qui est une très belle startup d'ailleurs aussi au passage, qui accompagne vraiment très bien sur ces sujets à des prix défiant toute concurrence et qui ont d'ailleurs un site très complet si vous voulez regarder justement la différence entre une SARL, EIRL. Moi, je l'ai appris quand j'étais étudiant, mais c'est des choses qui me barbent un peu. Mais en tout cas, très rapidement, vous pourrez trouver l'information et ça peut déjà vous aider. Ce qui est vraiment important, par contre, quand on commence à être associé, et ça, c'est un point sur lequel j'insiste, c'est de construire un pack d'associés. Parce qu'en fait, on sait jamais, un associé, il peut partir, vous pouvez vous fâcher ou pas, mais en tout cas, il y a plein de raisons qui font qu'on peut se séparer dans la vie, c'est comme dans un couple. Et ça, c'est important de le prévoir en amont. Pourquoi on devrait faire ça? Parce que, ok, il peut y avoir séparation, mais
quand l'associé il part, qu'est-ce qui se passe? Enfin, je pose cette question naïvement parce que j'ai jamais vécu ça, mais... Quand l'associé il part, alors dans un monde idéal, si vous êtes 2 associés, c'est 50-50. Donc en fait, si l'associé il part, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rachète les parts? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un sleeping partner? Le sleeping partner, c'est une personne qui est encore là, qui a des parts, mais qui n'est plus dans l'activité. Est-ce qu'il y a des options de rachat? En fait, tout ça, ça doit être prévu en amont, parce que si ça l'est pas, en fait, on met à risque l'entreprise en soi. Et ça, je dis qu'il y a pas mal de boîtes qu'on a accompagnées, je pense à une en particulier à Marseille, qui l'a fait, et heureusement qu'elle l'a fait, parce que si elle l'avait pas fait, elle aurait mis en risque la boîte, parce que c'est séparé avec son cofondateur. C'est très courant, hein, il y a beaucoup de boîtes où il y a des séparations de cofondateurs, c'est comme dans la vie courante, hein, et donc ça c'est vraiment un truc à anticiper. Ça coûte un peu d'argent, faut se faire accompagner quand même par un avocat, mais c'est un investissement qui me paraît quand même important quand on commence une entreprise. Ouais. On a parlé du pacte, au cas où il y avait un problème, et si on a un vrai problème, c'est-à-dire on est amené à faire faillite. Ouais. Et tout à l'heure, en off, on parlait des entreprises qui faisaient de plus en plus faillite. Ouais. Est-ce que tu as un mot à dire là-dessus? Parce que c'est aussi une crainte, en fait. J'entreprends, mais je peux faire faillite aussi. Bien sûr. Et dans la société, on peut avoir ce sentiment d'avoir échoué. Est-ce que faire faillite, c'est l'échec? Alors la faillite, alors ça c'est une question qui est assez marrante, parce qu'aux États-Unis on dirait que faire faillite c'est preuve qu'on a entrepris, qu'on a appris, on a pris des risques, qu'on va grandir, et qu'on a grandi. Voilà. La faillite c'est pas je pense que le plus gros risque dans la faillite, c'est quand on a des salariés et qu'on se retrouve à licencier des salariés et qu'on se dit voilà, j'ai comme des gens qui dépendent de moi. Je pense qu'il y a quand même un gros risque humain. Après, s'il y a un peu de dette, ça dépend des personnes, hein. Il y a des gens qui peuvent pas forcément rembourser, mais moi je connais des petites boîtes qui se sont arrêtées, qui avaient 15, 20, 25 000 euros de dette. Bon, elles se débrouillent à retrouver un job, à rembourser leur dette, donc le risque est pas énorme. Bon, c'est peut-être 400, 500, 600 euros par mois. Bon, c'était un peu le deal et un peu le jeu. En revanche, ce qui est important sur les sujets de faillite, parce qu'il y a comme des grosses boîtes aujourd'hui, et là il y a pas mal d'articles des EcoStart qui sont passés les derniers temps, qui commencent à déposer le bilan. On a ce qu'on appelle en France des licornes. Les licornes, c'est des potentielles startups qui sont valorisées 1 milliard d'euros. On sait qu'on en a quelques-unes qui sont un peu vacillantes en ce moment. Alors, je n'aurai pas les noms, mais vous pourrez les retrouver sur Google. Et en fait, ça, c'est le vrai sujet de quand on commence une boîte, pas forcément chercher la croissance, pas chercher à lever des fonds, mais chercher très rapidement sa rentabilité. En fait, c'est pas l'enjeu. Parce que souvent, vous allez entendre un discours. Alors, ça, c'est très, très imagé de la Silicon Valley. On dit oui, c'est la courbe en J. Alors, la courbe en J, c'est quoi? C'est 2 ans qu'on appelle la vallée de la mort, où on perd de l'argent à donf. Et au bout de 2 ans, en fait, comme par hasard, on a une croissance incroyable, où on a une courbe en J, où on a un revenu exponentiel. Et qui est grâce aux levées de fonds ou qui est grâce aux ventes? Et dans l'imaginaire collectif, c'est les levées de fonds qui ont permis de faire de la communication, de l'acquisition, et qui ont permis d'avoir une courbe en J. Sauf qu'aujourd'hui, des boîtes qui ont une courbe en J, il y en a très peu. Il y a peut-être Facebook, Google, Microsoft, et la plupart des pitch decks que je vois aujourd'hui, ça c'est marrant, ils me mettent tout ça courbe en J. Mais en fait, il y a très peu de boîtes qui sont même des startups. Alors, parce qu'une startup, c'est quoi dans le fond? C'est une boîte qui est scalable. Et comment on définit la scalabilité? En fait, on est scalable quand en fait on a sa source de revenus qui n'est pas corrélée à sa source de coût. En fait, la plupart des boîtes dans le monde, une boulangerie, sa source de revenus est corrélée à sa source de coût. C'est-à-dire que si je produis 15 pains, en fait, il faut autant de farine. Il faut autant de farine, et en fait, c'est toujours corrélé. Et en fait, il n'y a que la tech qui permet de décorréler. En fait, on est scalable quand on a le N plus centième client qui coûte marginalement pas beaucoup plus cher que le N plus deuxième client. Là, on a une structure scalable. C'est le cas de Google, de Facebook et de toutes les grosses boîtes de la tech. Mais pour en arriver là, il faut vraiment être sûr d'être structuré comme ça. Souvent, c'est le cas des SaaS B2B. Mais pareil, aujourd'hui, maintenant, les SaaS B2B pullulent. Et en fait, il y en a tellement qu'on ne sait plus quoi en faire. Donc voilà, il y a un gros sujet autour de ça. Et la plupart des boîtes qu'on voit passer aujourd'hui ne sont pas vraiment des startups. Donc le conseil qu'on peut leur donner, c'est avant de dire oui, il me faut une armée pour faire du marketing, recruter, etc. Commencez déjà à 1 ou à 2, à trouver des clients, à être rentable déjà à 1 ou à 2. Et si vous êtes déjà rentable à 1 ou à 2, ensuite peut-être aller chercher des fonds, etc. Mais essayez de trouver votre rentabilité la plus rapidement possible. On appelle ça du bootstrap. Le bootstrap, c'est voilà, comment je fais avec peu. Et comment, déjà, avec ce que j'ai, je repars de mes compétences, de mes appétences et du temps que j'ai, et je spécule pas sur des ressources que je n'ai pas, c'est tout ça, comment je peux développer mon entreprise et arriver à être rentable. Et ça, c'est vraiment important parce que beaucoup de boîtes aujourd'hui ne le sont pas. Il n'y a pas qu'en France d'ailleurs, dans l'écosystème startup. Et en fait, à un moment donné, c'est un risque. Alors, on a des grosses boîtes, je pense notamment Uber
qui l'est depuis quelques mois, mais c'est tout récent. Hein. Mais Uber, ça fait 15 ans qu'ils existent. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont dépensé des millions de dollars avant d'être rentables. Et pourquoi ? Et je terminerai là-dessus. Souvent, le sujet, surtout sous des boîtes en B2C, donc quand on vend à des particuliers, c'est qu'on a un coût d'acquisition client qui est énorme. Par exemple, si on prend Netflix, si Netflix doit être rentable, sur un abonnement, il faut que le client reste 6 mois. S'il reste moins de 6 mois, en fait, c'est pas du tout rentable pour eux. Et donc, du coup, le coût d'acquisition client fait qu'on explose totalement l'objectif de rentabilité. Alors, et dernière question, et puis après, je m'arrête là. Tu vas me dire, mais pourquoi les investisseurs mettent de l'argent dans des boîtes qui sont pas rentables ? Parce que c'est une question qu'on peut se poser. Et en fait, ce qui joue beaucoup pour les investisseurs aussi, c'est l'aspect communauté. On se dit, ah ouais, bon, Uber, c'est peut-être pas encore rentable, mais il y a des milliers d'usagers dans le monde. Donc, potentiellement, ces milliers d'usagers, on pourra peut-être réutiliser de la data et on trouvera demain une externalité qui nous permettra de rentabiliser. C'est le cas d'OpenAI. OpenAI, en fait, ils ont lancé le truc, il n'y avait aucun business model. Aujourd'hui, on a ChatGPT et aujourd'hui, ils commencent à voir comment ils peuvent le rentabiliser. Il y a un abonnement, puis il y aura plein d'autres choses et ils trouveront comment le rentabiliser parce que l'outil est tellement puissant que là, ils trouveront un modèle et ça sera rentable à un moment donné. Mais on n'est pas tous OpenAI et il faut être aussi réaliste avec ses compétences. Donc, justement, tu as parlé de cette dernière boîte. Ouais. Et j'entends souvent des entrepreneurs qui me disent mon business plan, il est pas fixé. Je sais pas, je suis en train de le changer, j'ai déjà changé, je sais pas où est-ce que je vais, je suis en train de changer, là ça va aller dans 6 mois, etc. Toi, d'expérience, quand tu as des entrepreneurs ou des entrepreneuses qui changent régulièrement leur business plan, est-ce que tu trouves que c'est positif ou pas du tout? Moi, je trouve que c'est positif parce que du coup, ça veut dire qu'ils testent, ils veulent aller chercher quelque chose. Mais j'ai l'impression que ça crée aussi une certaine instabilité. En fait, il y a deux choses. C'est que déjà, ce que je leur dis souvent, parce que voilà, comme je dis, c'est pas OpenAI, ils n'arrivent pas avec 3 millions sur la table, ou même plus que ça. Je pense qu'OpenAI a commencé avec beaucoup plus que ça. Donc je leur dis, soyez réalistes, c'est déjà quelle est votre date de mort. C'est-à-dire que si vous êtes à Pôle emploi, dans combien de temps vous êtes mort? S'il vous faut 1800, 2000, 2300 euros par mois pour vivre, en fait, d'ici 8, 10, 11, 12 mois, il vous faudra ces 1200, 2300 euros par mois pour vivre. Donc en fait, il faut construire le plan là-dessus. Le premier objectif, ça doit être de se dire, dans 10 mois, dans 11 mois, il faut que je me dégage ce salaire-là. Parce que si moi, je mange pas à la fin du mois, en fait, le reste du projet, il est pas viable. Parce que à un moment donné, il faut bien que je mange, il faut bien que j'assure mon loyer, etc., etc. Et donc, en fait, ce que je leur dis souvent, c'est de repartir de cet objectif-là et en se disant, voilà, s'il me faut 2300 euros par mois pour vivre dans 10 mois, combien ça représente en termes de chiffre d'affaires et ce chiffre d'affaires-là, combien ça représente de ventes et comment on arrive à cet objectif-là. Sachant que ça, ce que ça demande en amont, parce que tu parles souvent du pivot, alors oui, c'est salutaire, mais il faut être pragmatique. Moi, je leur demande de repartir des 3 grandes hypothèses. C'est quoi le problème du client ? Est-ce que la solution répond bien à son problème-là ? Est-ce que le client est prêt à payer ? Et en fait, souvent, ce qui manque, je trouve, c'est un manque de pragmatisme sur qui est le client. Est-ce que je l'ai interrogé ? Nous, on les pousse vraiment à Kedge, d'ailleurs, à aller interviewer les clients, passer des coups de téléphone des gens qui connaissent pas. Et c'est marrant parce que souvent, les nouveaux entrepreneurs et même parfois les anciens entrepreneurs ont peur d'appeler des gens qui ne connaissent pas. En fait, il y a plein de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui n'ont pas du tout une posture commerciale. Et pour moi, ça me paraît vraiment primordial. C'est-à-dire que si on n'est pas, en tout cas, c'est dans l'équipe qui lance le projet. On peut ne pas être commercial et avoir un cofondateur qui est commercial. Donc là, ça équilibre les compétences. Mais si on n'a pas cette capacité d'aller chercher, décrocher les contrats, parce que c'est ça, entrepreneur, c'est vraiment partir de zéro et du néant aller chercher l'existant. Et ça, c'est vraiment fondamental. Et donc, construire avec les clients, aller les rencontrer, créer une communauté autour des produits, tester le produit. Moi, maintenant, sur l'incubateur, parce que ce que tu dis, je le voyais souvent sur l'incubateur de Kedge. Pendant 5-6 mois, et ça allait à droite, à gauche, ils s'éparpillaient, et puis il se passait rien. Maintenant, je leur demande, alors je peux pas leur imposer parce qu'ils sont adultes, mais je leur demande à l'entrée de faire ce qu'on appelle un codev client. Un codev client, c'est quoi ? Je leur demande, par exemple, s'ils vendent à des DRH, j'aime bien les DRH, s'ils vendent à des DRH, c'est de mettre 10 DRH dans une salle et de leur monter le produit. Voilà, mon produit c'est ça, c'était le problème, etc. Et là, leur poser les questions. Est-ce que ça répond à votre problème ? Oui, non. Est-ce que la solution, si vous avez le problème, répond à votre problème ? Et est-ce que vous serez pas à mettre un ticket ? Et souvent, ils se prennent une baffe. Ils voient leurs clients, ils disent putain, en fait... J'aurais jamais dû prendre... En fait, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. Moi, je pensais que mon produit était génial. Et souvent, ils sont déboussolés. Mais c'est une bonne chose parce que le peu de boîtes que j'ai vu faire ça et qui sont sortis vraiment déboussolés, 3-4 mois plus tard, ils avaient fait un pivot et le pivot était bon parce qu'ils avaient construit le pivot auprès des clients. Et là, vraiment,
le conseil que je peux lui donner, c'est vraiment s'entourer de ses clients, faire des ateliers, des co-devs, les interroger, et surtout ne pas biaiser les co-devs, parce que souvent on dit est-ce que vous trouvez que mon produit est le plus beau? Bah oui, forcément, il y a un gros biais dans la manière de l'amener. Donc si vous pouvez même vous faire aider d'un coach, et nous à l'incubateur on le fait comme ça, pour animer de manière neutre le codev et pas le biaiser, ça aide beaucoup aussi. Mais voilà, on veut vraiment pas... L'enjeu, c'est pas d'avoir un retour qui nous fasse plaisir, c'est d'avoir un retour sincère, franc. Il vaut mieux quelqu'un qui soit un peu virulent, qui nous dise bah, ton produit il est pourri, plutôt que quelqu'un qui vienne vous caresser l'épaule, disant oh là là, c'est top, etc. Et puis qui vous fera jamais un chèque. On veut vraiment avoir un retour sincère et franc. Et ça, faut même dès l'entrée du codev, faut leur dire voilà, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là, j'ai envie de tout entendre. M'épargnez pas. Il faut vraiment votre retour le plus sincère. Ils sont là en mode consultant en fait. Super. Après toutes ces questions un peu bonus, j'ai une dernière question. Est-ce que tu as des entrepreneurs qui t'ont fait marrer, quand tu les as vus ou quand tu as vu leurs actions, tu t'es dit ah lui il est fort, ou bien qu'ils aient réalisé des actions un peu insolites, j'en sais rien. Forcément, tu as dû voir plein de monde. Tu as sûrement des choses à nous partager, des anecdotes un peu marrantes ou un peu insolites. J'en ai vu, j'ai eu pas mal. Il y a une époque, je gérais un programme au Vietnam, à Ho Chi Minh. Oui. Et j'avais deux femmes qui avaient lancé un projet. Alors, attends, comment ça s'appelait ce projet? C'était Pick Me. Attends, Pick Me, elles faisaient quoi déjà? En fait, elles étaient très drôles. Je sais même plus de temps. Pick Me. Ah ouais, j'ai un trou. En fait, ils étaient tous drôles, donc j'ai pu en trouver un autre, c'est pas grave. Et j'en avais un qui faisait des casques. En fait, au Vietnam, tout le monde roule à scooter. Oui. Et il faisait des casques customisés. Et du coup, alors, il était pas du tout commercial, c'est assez marrant. Mais il filait des casques à tout le monde. Il était très, très marrant. Il les vendait pas, mais il les donnait gratuitement. Alors, il en vendait quelques-uns, il en donnait beaucoup gratuitement. Il y a beaucoup de gens aussi qui, quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat, ils n'ont pas le sens commercial, ils aiment bien donner, partager. Ça, c'est un truc qu'on voit souvent. Qu'est-ce que j'ai eu comme projet assez marrant? Alors, c'est bête parce que j'ai dû préparer cette question à Marseille. Si, on a beaucoup de projets parfois. Alors, et ça, c'est intéressant parce que souvent, il y a des gens qui confondent entrepreneuriat et passion. Alors, évidemment que c'est important que quand on est entrepreneur, qu'on soit passionné par ce qu'on fait. Mais en tout cas, il y a une différence entre faire un projet qui nous passionne et monter une boîte. Et en fait, je vois beaucoup de projets qui passent et qui montent des TikTok, des chaînes, etc. Et en fait, on voit bien que ce sera jamais un business. Ils font ça parce que ça leur fait plaisir, ils sont marrés. Parfois, ils veulent être connus. Voilà, j'en ai vu quelques-uns passer. Je tairai les noms, quelques chaînes TikTok qu'on a accompagnées. Et voilà, ils sont assez marrants. Et j'avais participé à un salon avec ton équipe. Et il y avait une personne qui était venue voir ton équipe qui disait moi j'ai le projet où on va gagner tant de millions d'euros. Ah oui, tout ça. Tout ça, ouais. Tant de millions d'euros chaque année. Et on l'avait écouté. Et bien évidemment, je respecte totalement le projet et la personne. Hein. Et cette personne avait dit il y a tant d'utilisateurs Uber. Il y en avait, je sais plus, des millions. On va tous leur installer un système de karaoké. Comme ça, quand les utilisateurs Uber voudront faire des soirées entre eux sur un trajet, c'est du temps perdu, ils vont prendre des micros, ils vont faire une soirée karaoké le temps du trajet. Il m'a dit on va facturer ça tant d'euros, il y a tant d'utilisateurs et en tant d'années on va faire tant d'euros. Moi qui suis pas expert en entrepreneuriat, je m'étais posé quand même des questions et ça m'avait fait assez marrer le concept, tu vois. Ouais. Et en tout cas big up quand même à cette personne parce que déjà, en tout cas, elle a pris l'initiative d'aller confronter son idée et son projet, donc ça, c'est plutôt bien. Mais c'est vrai que de fois, on peut entendre des projets qui sont un peu insolites comme ça. Et en fait, c'est compliqué. Alors, c'est pour ça que je fais plus les salons, parce que, en fait, toutes les 5 minutes, vous avez le prochain Bill Gates, quoi. Ils viennent tous vous voir. Je suis la prochaine licorne, etc. Et au bout d'une journée, c'est fatigant, quand même. Et ce qui est compliqué, parce que ni moi, ni l'équipe, on va pas blesser les gens. Et en fait, il faut faire très attention, parce que un projet entrepreneurial, c'est quelque chose de très très personnel. Les gens sont très attachés, c'est leur bébé. Et donc, faut arriver à leur dire gentiment, leur poser les bonnes questions sans les offenser, parce qu'on n'est pas là pour les offenser. Donc comment on fait généralement? Alors, sur un salon, on va pas jusqu'à là, mais quand on les accompagne, en fait, on prend pas une position dogmatique en disant gérer les ont-tort, c'est pas l'enjeu, et puis on n'est pas là pour ça. Mais en fait, on leur dit ok, bon, va voir les clients, va les interroger, et en fait, s'ils font bien le travail, là, du coup, ils se rendent compte, encore faut-il que le travail soit bien fait, mais vraiment, l'enjeu, c'est qu'ils se reconnectent au marché, parce que tu vois, là, cette idée-là, c'est top, ok, hyper marrant, peut-être qu'on pourrait tester ça une soirée, c'est
pourrait être marrant. Mais de là en faire un business, faut peut-être aller se confronter au marché et voir la réalité, quoi. Et va aller voir tous les chauffeurs Uber pour leur dire, mais écoute, ils vont chanter dans ta voiture. Oui, exactement. Ben voilà, tu as un premier objectif une contre-vérité assez claire et assez objective, ouais. Super. Merci pour toutes ces questions au bonus enfin voilà, c'était pas trop prévu, mais c'est génial, c'était de manière informelle. Merci Julien. Et je sais pas si t'as quelque chose à ajouter dernièrement. Bah écoute, oui, moi je pense que peut-être terminer là-dessus, la définition la plus simple de l'entrepreneuriat, c'est une personne qui répond à un problème et qui répond pour de bon, comme dirait un de mes collègues. Donc en fait, il y a deux choses. Il y a un concept qu'on appelle ownership. Ownership, c'est je suis là, je prends le problème et c'est moi qui le prends et qui le résous. Et ça, c'est hyper important. Et c'est un concept qu'on voit mais partout. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, c'est pas forcément que lancer une boîte. C'est je suis en entreprise, je vois un problème, je le prends, je le résous jusqu'au bout, je monte un projet, etc., etc. Donc en fait, il y a 1000 façons d'être entrepreneur. Ça, c'est vraiment important. Peut-être que demain, si vous intégrez une boîte ou vous êtes bénévole dans une asso, vous pouvez aussi être entrepreneur à votre manière. Et si même vous voulez lancer une boîte mais que vous n'êtes pas encore entièrement rassuré, commencez déjà par, soit dans le milieu associatif, soit dans votre entreprise, à lancer des projets. C'est marrant parce qu'il y a 2 semaines, je suis parti à Mayotte former une équipe du département de Mayotte. Et justement, je suis arrivé, ils me disaient « Ah, mais nous, on peut rien faire, c'est pas possible, c'est trop compliqué, etc. » Et en fait, on a commencé par poser les problèmes qu'ils avaient. Et après, on dit « Ok, en fait, si on part de vos compétences, qu'est-ce que vous pouvez faire ?» Et en fait, il y a eu un déclic et ils se sont rendus compte que ils pouvaient apporter des solutions. Et en fait, parfois, c'est juste ce déclic qui manque. Pas rester juste devant le problème, mais réfléchir à quelles ressources on a et qu'on peut utiliser, qu'est-ce qu'on peut tester dans notre champ d'expérience. Et on peut tous faire des choses. Alors, il y a des choses qu'on maîtrise pas, forcément. Mais l'idée, c'est pas d'aller chercher le contingent. C'est de repartir de l'inhérence qu'on maîtrise nous et qu'est-ce qu'on peut déjà y apporter et comment on peut mettre notre pierre à l'édifice. Et l'entrepreneuriat, profondément, c'est ça. C'est comment, avec vous, votre personnalité, vos appétences, vos compétences, donc ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire, appétences, compétences, comment vous pouvez construire quelque chose qui a du sens. Et voilà, vous pouvez tous déjà, dès aujourd'hui, lancer ce projet dont vous rêvez depuis des années, je sais pas, que ce soit un shooting photo, que ce soit plein d'autres choses. Et voilà, et l'idée, je termine là-dessus, c'est que argent ou pas argent, c'est que ça vous épanouisse et que ça vous apporte quelque chose aussi dans votre vie. Donc voilà. Ça pourrait être un slogan. Argent ou pas argent, l'essentiel c'est que ça vous épanouisse. C'est ce que tu as dit, non? Exactement. En tout cas, merci pour avoir accepté notre invitation, Julien. Au plaisir. Visiblement, vous avez fait plein de beaux projets. Moi, j'ai pas un avis très objectif parce que je connais très bien là où tu travailles. Mais en tout cas, c'est super ce que vous faites et bravo et continuez comme ça. Visiblement, en plus, ça grandit. On a oublié de parler des chiffres, mais en tout cas, moi, d'après ce que je sais, l'entrepreneuriat à Kedge grossit et ça, c'est plutôt positif. Merci beaucoup et je te souhaite le meilleur à toi et tes équipes pour l'entrepreneuriat. Merci, Kemal. Je t'en prie. Alors, n'oubliez pas de liker, commenter et partager la vidéo. Et n'oubliez pas, en parler, c'est partager. Et c'est en partageant qu'on en parle. On se retrouve sur toutes les autres plateformes, Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Et on se retrouve et on se dit à très vite. En parler, c'est partager, et c'est en partageant qu'on en parle.